séance. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour notre deuxième séance de soutien par les pairs et c'est dans le cadre de la certification OMS scolaire de niveau 2 sur la surveillance globale des maladies évitables par vaccination. Et comme vous le savez, comme d'habitude, lorsque vous accédez dans la salle, si vous avez des soucis de bande passante, vous pouvez désactiver les vidéos afin de permettre, comme ça se voit ici à l'écran, afin de sauvegarder votre bande passante. Tout à l'heure, j'ai demandé à ceux qui ont rejoint plus tôt, nous avons lancé un sondage sur Telegram dans lequel nous vous demandons si vous êtes à quel niveau vous êtes en ce qui concerne la rédaction de votre plan d'action. Donc, voilà un peu les résultats que nous avons obtenus. Malgré le fait que nous avons eu seulement 30 répondants avant le début de cette séance, mais je pense que ces réponses reflètent un peu la réalité de ce que nous voyons dans Pierre Grid, que 58%, dont la majorité des participants ont rejoint Pierre Grid, quelques-uns ont déjà déposé leur plan d'action et certains pensent pouvoir terminer aujourd'hui et quelques-uns ont terminé. Nous espérons que d'ici 23h59, c'est-à-dire dans à peu près 8 heures, un peu plus de 8 heures de temps, vous aurez tous terminé votre plan d'action et le déposer dans Pierre Grid. Comme vous le savez, c'est le livret le plus important de la formation parce que toutes les autres étapes et les autres exigences de la certification dépendent de cette étape. Ça veut dire que si vous ne déposez pas votre plan d'action aujourd'hui, vous n'allez pas prétendre à la revue par les pairs à partir de demain et vous ne serez pas en mesure de réviser la version initiale de votre plan d'action pour l'améliorer parce que vous n'allez pas recevoir les commentaires des pairs qui vont vous permettre de l'améliorer. Donc, c'est pour cela que nous insistons sur l'importance capitale de cette étape et nous insistons surtout aussi sur le respect des délais. Donc, comme d'habitude, on a demandé la question, avez-vous rejoint Pierre Grid? Le sondage le montrait déjà, mais juste pour dire que de manière exacte, en ce moment, 87 scolaires ont rejoint Pierre Grid. Donc, c'est à peu près un peu plus de 70% des participants acceptés pour cette formation par l'OMS. Et pour rejoindre Pierre Grid, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense que je suis presque sûre que tous les 22 participants qui sont dans la salle actuellement ont déjà rejoint Pierre Grid, mais je vais quand même survoler les différentes étapes comme ce qu'il faut faire pour rejoindre Pierre Grid. Donc, la première des choses, et si vous n'avez pas encore rejoint Pierre Grid, je vous invite à suivre ces étapes avec moi maintenant. Donc, la première des choses, c'est de cliquer sur le lien que je vais partager dans le chat et d'entrer le code qui est aussi affiché, le code en lettres. Lorsque vous faites cela, vous allez voir deux options. La première option, c'est pour ceux qui n'ont jamais utilisé Pierre Grid, qui n'ont pas un compte dans Pierre Grid, vous devez créer votre compte. Donc, vous cliquez sur Create Account. Ne vous laissez pas perturbé par la langue de Shakespeare. Donc, c'est un peu simple. Vous cliquez sur Create Account, donc créer un compte. Et puis, si vous êtes ancien utilisateur, c'est-à-dire vous avez déjà un compte dans Pierre Grid, vous cliquez sur Login. Et lorsque vous faites cela, vous aurez aussi l'option suivante. Pour ceux qui veulent créer le compte dont vous êtes en train de joindre Pierre Grid pour la toute première fois, vous devez mettre votre nom complet, vous mettez votre courriel, donc votre adresse mail, le même adresse mail que vous avez utilisé pour déposer votre candidature. Et puis, vous mettez un mot de passe dont vous allez vous rappeler. Et puis, vous cliquez sur Sign Up. Sign Up, ça veut dire inscrivez-vous. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un compte, il suffit tout simplement pour vous de mettre votre adresse mail et le mot de passe. Mais il y a certaines personnes qui oublient leur mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, ne vous en faites pas. La solution est là. Vous cliquez sur ces mots
forgot your password, vous avez oublié votre mot de passe, nous avons le contrôle. Donc, vous cliquez sur Forgot your password, we got you. Et puis, vous allez voir les directives qui vous permettent de réinitialiser votre mot de passe. On va vous demander de mettre votre adresse mail. Et puis, vous allez ensuite entrer dans votre boîte mail, cliquez sur le lien, récupérer le lien qui va vous permettre de réinitialiser votre mot de passe. Lorsque vous avez fait cela, vous allez vous connecter par la suite et vous aurez accès à cette page. C'est cette page ici qui montre que vous avez réussi à rejoindre Pierre Grid. Et voilà la tâche. Next up, ça veut dire suivante. La tâche qui suit, c'est quoi? Vous devez soumettre, déposer la version initiale de votre plan d'action de surveillance des mails. Et comment, une fois que vous êtes sur Pierre Grid, il vous reste une chose à faire. Donc, lorsque vous connectez et vous vous déconnectez, pour vous reconnecter, vous devez utiliser le lien que je mets actuellement dans le chat. C'est ce lien qui vous permet maintenant de vous reconnecter, de login. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir maintenant mettre votre courriel, votre adresse mail et votre mot de passe pour accéder. Maintenant, pour déposer votre plan d'action, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez cliquer sur Submit. Cliquez sur Submit. Lorsque vous cliquez sur Submit, voici la page qui va s'afficher. C'est une page où il y a des instructions. Donc, vous devez dérouler jusqu'en bas de la page jusqu'à ce que vous trouvez cette boîte avec, en ligne cassée. Et vous allez cliquer sur Upload File. Cliquez ici pour télécharger votre travail, votre plan d'action. Et puis, par la suite, vous allez cliquer sur l'icône bleue Submit pour déposer votre plan d'action. Et lorsque vous avez fait cela, cette page va s'afficher pour vous montrer que vous avez réussi la soumission. Une chose que j'aimerais réitérer, assurez-vous que vous téléchargez le bon document. Et je vois Mathiakou qui dit, j'ai déjà déposé mon plan d'action. Félicitations à vous. Donc, OK, Lucia Bissambou Flore, si vous le voulez, on peut envoyer des télégrammes, on va le faire après la séance d'aujourd'hui. Je vais modifier les étapes sur les. Donc, soumission réussie, ça veut dire que vous avez réussi votre soumission. Vous allez voir 7 plus et vous allez voir cette marque et cette indication qui veut dire soumission. La soumission est réussie et vous serez même en mesure de voir votre travail s'afficher là. Si vous regardez le travail qui s'affiche, qui n'est pas le bon, vous pouvez supprimer et soumettre le bon et retélécharger le bon document. Donc, voilà un peu en quelques étapes, c'est comment vous pouvez rejoindre Pierre Grid pour déposer votre plan d'action de la surveillance des mails. Maintenant, ma deuxième question, et c'est là où nous arrivons au cœur de notre séance de soutien par les pairs, c'est avez-vous déposé votre plan d'action? Quand j'ai vérifié tout à l'heure, 39 participants scolaires avaient déjà déposé leur plan d'action dans Pierre Grid. Et je vois, OK, Brahima qui dit non. Donc, OK, 39 scolaires ont déjà déposé. Mais vous savez comme moi, la date limite est 23h59 aujourd'hui, jeudi 14 juillet. Et l'heure, c'est l'heure de Genève. Ce n'est pas votre heure locale, c'est l'heure de Genève. Et vous savez que la rédaction du plan d'action, ça se fait sur ce modèle, ce document Word. Mais vous avez la grille critériée qui est comme votre boussole. C'est votre document qui guide, qui vous guide sur la rédaction de votre plan d'action, mais surtout aussi pour la revue par les pairs. Et on vous demande de faire quelque chose dans votre plan d'action, d'identifier votre défi le plus important par rapport à la surveillance des mails, d'expliquer le contexte de la surveillance de vous, de fixer un objectif spécifique que vous allez chercher à atteindre afin de résoudre votre défi et puis de classer par ordre de priorité les mesures concrètes, donc des actions que vous allez entreprendre pour résoudre ce défi. Donc, voilà ce qui a lieu de faire. Maintenant, tout à l'heure, il y a Brahima Traoré qui s'est porté volontaire pour partager son plan d'action.
Je vais inviter Brahima. Brahima, allez-y, activez votre micro. Je vais arrêter le partage d'écran de mon côté. Nous avons nos experts qui sont là. Nous avons Chris Muril et lui, Rosencrantz, tous de la CDC, qui sont avec nous. Ils vont écouter attentivement votre présentation. Mais les pairs sont aussi là. J'invite les participants à la formation des scolaires qui vont aussi écouter attentivement la présentation de Brahima. Et vous allez laisser les commentaires ou des questions que vous avez par rapport à cette présentation dans le chat, ou bien lever la main si vous avez des questions ou des commentaires. Et je me ferai le plaisir de vous inviter à prendre la parole pour donner le retour, le feedback sur la présentation de Brahima. Donc, allez-y, Brahima, vous avez la parole et vous pouvez d'abord vous présenter et ensuite partager votre écran. Et s'il vous plaît, vous allez résumer votre travail en 5 à 8 minutes. Donc, allez-y, Brahima. Ok, merci. Bonjour, Charlotte. Moi, je suis Traoré Brahima. Alors, je suis du Burkina Faso. Alors, donc, je vais partager mon écran. Allô, mon écran est visible? Oui. Allô, est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible et vous êtes clair, 5 sur 5. Allez-y, vraiment. D'accord, ok. Donc, merci Charlotte. Bonjour à tout le monde. Alors, donc, j'ai le plaisir de partager mon travail, ce que j'ai ébauché comme plan d'action. Alors, donc, il y a certains aspects, vraiment, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, comme c'est vraiment juste faire une synthèse. Alors, donc, le titre, c'est Plan d'amélioration de la qualité des données, la surveillance des mers dans la région sanitaire des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Alors, le pays cible, c'est le Burkina. La région, c'est la région sanitaire des Hauts-Bassins. Alors, donc, je continue. Bon, ce que je fais, ça, vraiment, c'est les détails. Je vais aller directement sur le défi. Mon défi en matière de surveillance des mers, c'est la qualité des données de la surveillance des mers reste insuffisant dans la région sanitaire de Haut-Bassin au cours des 2 dernières années. Donc, ça, c'est un peu résumé le défi important que j'ai. Et maintenant, dans le cas du contexte, alors, donc, j'ai fait une brève présentation de la région. La direction régionale de la santé de Haut-Bassin est située à l'est du Burkina. Il y a 8 districts sanitaires, une population de 2 432 240 habitants. Recensement général de la population de 2019. Alors, maintenant, j'ai résumé un peu le système de surveillance de façon générale dans la région, au niveau du pays. Alors, donc, vous avez d'abord, au niveau des agents de santé à base communautaire, qui sont au sein de la communauté, donc, collectent un certain nombre d'informations sur les maladies évitables de la vaccination. Alors, ces informations sont transmises au niveau de la formation sanitaire, qui, en plus de cette synthèse, en plus de la synthèse des agents de santé à base communautaire, fait également la synthèse des données collectées à leur niveau. Donc, on a les données des formations sanitaires plus les données des ASBC et ces données sont transmises au niveau du district sanitaire. Voilà, donc le district sanitaire saisit les données. Ensuite, les données sont transmises à la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins et ensuite, la direction régionale de la santé, ces données partent au niveau national. Donc, voilà vraiment le chemin résume parfaitement l'organisation du système de surveillance au niveau de la région sanitaire des Hauts-Bassins. Alors, en ce qui concerne la main-d'œuvre, alors il faut dire que là aussi, bon, nous avons vraiment fait une littérature. Le temps ne permettra pas vraiment de lire tout ça. Mais bon, de façon globale, en termes de ressources humaines au niveau régional, nous avons environ 450 personnes impliquées directement dans la gestion de la surveillance des mers. Alors, donc, nous avons les agents de santé au niveau des formations sanitaires. Au niveau du district sanitaire, alors, nous avons principalement le premier responsable qui est le médecin-chef, le responsable PEV et le responsable de la surveillance épidémiologique et le responsable de la pharmacie pour le volet laboratoire. Alors, maintenant, pour la proportion des formations sanitaires respectant les normes minimales en personnel, a été de 95,5% au niveau régional en 2021. Donc, la source, c'est le plan d'action 2022 de la DRS des Hauts-Bassins. Alors,
Donc, il faut dire qu'aussi dans notre contexte, c'est une seule personne qui s'occupe de la surveillance des MEV. Il est dans la plupart des cas secondé par une ou deux personnes. Voilà. Donc, les outils nécessaires sont disponibles à tous les niveaux, notamment le guide de la surveillance intégrée des maladies et de la dépose, et également les différentes fiches de notification qui sont également disponibles au niveau des formations sanitaires. Voilà. En ce qui concerne le renforcement des compétences du personnel chargé de la surveillance des MEV, il n'existe pas de plan de renforcement au niveau régional. Il n'y a pas un plan type de renforcement avec des prévisions annuelles, non. Mais les sessions sont organisées en fonction des ressources disponibles ou bien les ressources mises à la disposition de la direction par les bailleurs de fonds et aussi en fonction des urgences sanitaires du moment. Alors, donc, la supervision reste la seule occasion de renforcement continu des compétences des agents de santé sur le terrain. Cette supervision est intégrée et se fait de façon semestrielle de la direction régionale vers les districts sanitaires et des districts sanitaires vers les formations sanitaires et des formations sanitaires vers maintenant les agents de santé communautaires. Voilà. Donc, il faut dire que l'ensemble des MEV et les autres maladies transmissibles sont prises en compte au cours de cette supervision. La supervision n'est pas axée sur une seule maladie, mais c'est l'ensemble des maladies qui sont sous surveillance qui sont prises en compte, en tout cas au cours de la supervision intégrée. Alors, bon. Donc, je pense que, voilà, finalement, bon, j'ai résumé dans le tableau les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces en matière de main-d'œuvre. Voilà. Donc, en termes de force, c'est la distribution des points focaux pour la surveillance des MEV au niveau des districts, voilà, l'augmentation du nombre d'agents dans les formations sanitaires, ce qui témoigne, en tout cas, la proportion des formations sanitaires remplissant les normes en personnel qui est de 95,5. Maintenant, en termes de faiblesse, c'est que le personnel est insuffisamment formé. Alors, la démotivation des points focaux de la surveillance par insuffisance de motivation. Alors, en termes d'opportunités, nous avons l'accompagnement des partenaires dans la surveillance des MEV et l'existence d'opportunités de formation en ligne comme la présente formation. Alors, les menaces, c'est principalement l'insécurité et l'instabilité politique et également l'éclosion de nouvelles urgences sanitaires. Bon, par rapport à l'instabilité et l'insécurité, bon, je pense que ça, les gens sont informés de la situation que vit le Burkina actuellement. Et l'instabilité politique également. Alors, il y a certains bailleurs qui, en tout cas, qui n'acceptent pas donner leurs ressources à un gouvernement qui n'est pas élu démocratiquement. Donc, ça fait que, en tout cas, par moment, il y a des activités qui n'ont plus de ressources. Alors, maintenant, pour le volet laboratoire, bon, je pense que personnellement, je ne travaille pas dans un labo, mais dans la région sanitaire de Haut-Bassin, nous avons dénombré environ 12 laboratoires publics qui participent à la surveillance des MEV, dont 2 laboratoires nationaux de référence. Alors, nous avons le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Suro-Sanou pour les méningites bactériennes, qui est le laboratoire de référence pour les méningites bactériennes, et le laboratoire du Centre Muraz pour les fièvres hémorragiques, notamment la fièvre jaune. OK, bon, je vais aller à la synthèse pour ne pas prendre vraiment le temps de lire tous ces aspects. Bon, ici, nous avons fait des captures d'écran. Ça, c'est un peu les résultats du laboratoire de référence de la fièvre jaune, le laboratoire du Centre Muraz. Donc, en 2022, c'est-à-dire que là, vous avez les données de la semaine 1 à la semaine 25. Voilà, donc, le nombre total d'échantillons testés était de 309, dont un positif. Voilà, donc, en même temps, c'est pour répondre à la question que, en fait, ce laboratoire est, en tout cas, dans un réseau de laboratoires, puisque le cas a été confirmé par l'Institut Pasteur, le laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar. Alors, en 2021, alors, il y a eu 2 cas positifs de fièvre jaune et 3 prélèvements indéterminés. Donc, ça, c'est vraiment des captures d'écran que j'ai faites.
Ici, vous avez un extrait des résultats de rougeole pour le laboratoire de référence qui est à Ouaga, le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle. Voilà. Donc, voici un peu la façon dont la Direction régionale de la santé reçoit les résultats de laboratoire. Donc, vous avez le tableau. OK, bon, je pense que ça, c'est juste pour montrer un peu. Voilà. Donc, en synthèse, pour le volet laboratoire, en termes de force, c'est l'existence du laboratoire de référence pour les MEV, l'existence d'un circuit de transmission des échantillons, l'existence d'une plateforme de gestion des échantillons, notamment CELAB, et l'existence d'un opérateur de transport des échantillons, la Sonapos. Bon, et là, dans la littérature, c'est juste que c'est des éléments qui sont ressortis, mais comme je n'ai pas tout lu, je suis revenu directement à la synthèse. Tous ces éléments ressortent dans la littérature. En termes de faiblesse, nous avons l'incidence dans la coordination, la gestion des résultats, la lenteur souvent dans la transmission des résultats du laboratoire et le retard dans la saisie des données du laboratoire dans la plateforme CELAB. Alors, comme opportunité, nous avons l'appui financier de l'OMS pour la transmission des prélèvements de sel pour les PFA. Et en termes de menace, c'est la restriction budgétaire de certains partenaires techniques et financiers. Alors, pour le système d'information sanitaire, voilà, il faut dire que dans la région sanitaire et au bassin, il existe plusieurs types de surveillance qui sont utilisés. Alors, pour lutter contre les MEV, alors, nous avons la surveillance cas par cas pour la poliomyélite et les méningites bactériennes et le tétanos néonatal, la surveillance primaire avec confirmation des flambées épidémiques pour la rougeole et la surveillance sentinelle pour d'autres maladies. Alors, ces stratégies de surveillance sont également utilisées pour certaines maladies transmissibles comme le paludisme, la dengue et la COVID-19. Alors, le personnel de surveillance utilise le système d'alerte précoce avec la collecte hebdomadaire des MEV et le système de routine avec la base ENDOS, la base de DHIS2. Voilà. Et le personnel de laboratoire utilise le système d'information de laboratoire avec une base de données qui est différente. Voilà. Voilà. Donc, les données des MEV sont compilées de façon analysée à tous les niveaux du système de santé. Dans les formations sanitaires, nous avons, au niveau des formations sanitaires, alors, nous avons en tout cas des courbes qui sont tracées pour suivre un peu l'évolution des différentes maladies évitables par la vaccination. Au niveau district, avec l'utilisation de l'outil informatique, les différents graphiques, les tableaux de synthèse, en tout cas avec un système de retour information du district vers les formations sanitaires. Et au niveau régional également, il y a un bulletin de retour information hebdomadaire qui est élaboré pour informer les différents acteurs. Maintenant, au niveau national, nous avons principalement deux bulletins de retour information. Alors, il y a un bulletin qui est fourni par la direction de la protection de la santé de la population que vous voyez. J'ai fait une capture. Donc, à la fin de chaque semaine, c'est généralement les mercredis ou jeudis que nous avons ce retour d'information au niveau région. Et également au niveau de la direction de la prévention par la vaccination, il y a également une retour d'information spécifique aux maladies évitables par la vaccination. Voilà, donc vous avez la situation de la semaine 25, c'est-à-dire du 20 au 26 juin 2022. Donc, vous avez un peu la situation qui est présentée ici. Voilà, donc comme le temps ne me permet pas, je ne vais pas vraiment lire tous ces trucs-là. Alors, ces données... Justement, Boima, excusez-moi de vous interrompre. Si vous pouvez aller, on a vu que le contexte est très bien fourni. Vous pouvez aller à votre objectif spécifique et aussi, au niveau des actions. D'accord, oui. OK. Merci bien, Charlotte. Effectivement, le temps nous manque un peu. Donc, la recherche appliquée, le financement durable. Alors, donc, je vais directement à l'objectif. Alors, l'objectif, c'est améliorer vraiment la qualité des données du système de surveillance des MEV dans la région sanitaire des Hauts-Bassins d'ici à fin 2023. Alors, comme action concrète pour atteindre mon objectif, alors, la première action d'abord, c'est de mettre à la disposition des agents de santé en ce qui concerne le manuel et les procédures de gestion des données de surveillance des MEV
à tous les niveaux du système. Alors ici, c'est d'abord de vérifier est-ce que réellement ces documents existent partout. Et là où ça n'existe pas, c'est vraiment de les rendre disponibles. Et l'autre aspect, nous savons que ces outils vont permettre vraiment aux agents de s'auto-former et vraiment d'être efficaces en matière de gestion des données de vaccination. Ensuite, l'autre action, c'est vraiment organiser des contrôles réguliers de la qualité des données à tous les niveaux. C'est de réaliser de façon semestrielle un DQI au niveau régional. Alors, donc, ce DQI va prendre non seulement une formation sanitaire, district et région. Voilà. Donc, à travers ces DQI, ça nous permettra vraiment d'identifier, en tout cas, les insuffisances, alors, qui seront maintenant corrigées à travers le renforcement des compétences des agents chargés de la gestion des MEV. Alors, donc, la quatrième activité, c'est organiser des rencontres semestrielles de validation des données au niveau district sanitaire, entre les districts sanitaires et les formations sanitaires. Et la région va maintenant appuyer cette validation des données. Donc, Charlotte, je pense que ce sont ces 4 actions que j'ai proposées. C'est vrai que je n'ai pas totalement fini. Donc, après la séance, je vais finaliser et puis transmettre. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et vraiment, j'attends vos suggestions et vos observations. Merci beaucoup. D'accord, merci. Surtout, merci à vous, Brahima Traoré, pour cette présentation et pour le travail que vous avez fourni dans l'élaboration de votre plan d'action. Je vois, il y a lui, Rosenkranz, un de nos guides, dont les experts qui sont ici, qui vous a donné des applaudissements. On va sûrement revenir vers lui tout à l'heure. Mais avant de me retourner vers vous, Chris, permettez que j'invite d'abord Nobila Albert Ouedraogo, qui a sûrement des commentaires à faire par rapport à la présentation de Brahima. Et puis par la suite, on va vous écouter, Chris. Donc, Nobila Albert, allez-y, présentez-vous et puis vos commentaires, s'il vous plaît. Oui, donc merci Charlotte. Moi, je suis Nobila Albert Ouedraogo. Voilà, je suis à la direction régionale de la santé du Nord au Burkina Faso. Voilà, donc bon, en tout cas, je voulais féliciter M. Traoré pour le travail fait, qui est assez exhaustif pour moi, en tout cas, en ce qui concerne le contexte. Mais bon, c'est juste pour signaler quelque chose. Je suis au Burkina, hein, donc bon, j'ai fait un grand temps encore, en tout cas au niveau district. Je suis actuellement dans une DRS. Bon, c'est les acteurs. Hein, je vois qu'il a cité au niveau du contexte que c'est le médecin-chef, le responsable de la pharmacie, le CICE, et puis le responsable PF, hein, au niveau district et puis au niveau régional, qui sont impliqués dans la surveillance. Bon, il faut être un peu relatif à ce niveau parce que apparemment tous les membres ECD quand même hein, sont impliqués. Voilà, donc si je prends par exemple le responsable RPS, hein, avec ces agents de santé communautaire, je pense qu'il y a une surveillance communautaire. Et lors des supervisions et puis lors des formations de ces agents de santé communautaire, on parle beaucoup de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Il y a le planificateur également, voilà, qui est là, qui se charge souvent, en tout cas, qui se charge de hein, la planification en ce qui concerne bon, beaucoup de choses, y compris la vaccination et puis en matière de surveillance, hein, qui répertorie en tout cas toutes les actions en rapport avec ça. Bon, c'est juste pour compléter. Et je ne sais pas, il a cité la chose comme étant le plan d'action. Bon, si on s'en tient à ça, ça peut aller. Ok, donc bon, c'est juste pour relativiser, bon, pour ne pas prendre trop de temps. Voilà, donc merci. Je le remercie encore et puis je le félicite. Merci. Ok, merci Nobila Albert. Moi, je me dis peut-être que c'est quelque part dans le document, si, comme il était en train de résumer, mais on va revenir vers lui tout à l'heure. C'est maintenant à vous, Chris. Ok, merci Charlotte et bonjour Brahima et félicitations pour le travail. Peut-être quand vous êtes en train de finaliser le document, vous pouvez préciser un petit peu
sur la qualité de données qui était un peu diminuée, décrire quels aliments n'étaient pas tellement bien. Par exemple, est-ce qu'il y a un manque de différents aliments de données qui sont requis? Est-ce qu'il y a un retard de soumettre le rapport mensuel ou chaque semaine, quelque chose comme ça? On presse aussi un peu sur ça. Et pour les actions proposées, je crois que c'est tellement bien, mais peut-être il faut considérer aussi pendant le processus de faire les activités, d'engager avec les gens qui sont responsables pour faire des collectes de données, d'avoir une meilleure idée sur leur situation et leurs challenges sur le terrain, c'est-à-dire sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un manque de temps pour faire la collecte de données? Est-ce qu'ils ont d'autres responsabilités aussi à la fois? Et est-ce que les fichiers, le formulaire qu'on utilise, est-ce qu'ils bien comprennent qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir le formulaire ou non? Est-ce qu'il y a des questions sur ça, etc.? Et d'avoir une meilleure idée, quelle est la source de problème sur quelle est la source qui contribuait aux diminutions de qualité de données, si vous comprenez. Et aussi pendant les visites de supervision, aussi peut-être on peut faire, avec chaque facilité, s'il y a le temps ou s'il y a les ressources, peut-être faire, une série des appels téléphoniques, de communiquer avec les gens qui sont responsables pour la collecte de données, de voir s'il y a quelque chose, s'il y a des questions parmi eux ou non sur ce processus. Et finalement, dans la réunion d'harmonisation, encore pendant cette séance, de faire une discussion parmi les participants, encore de discuter les challenges pour la collecte de données que les gens ont, et aussi, bien sûr, les différentes solutions pour répondre aux challenges. Donc, quelques petites suggestions pour votre plan. Mais encore félicitations. Merci. Merci beaucoup, Chris. Et je ne vois pas d'autres commentaires dans le chat ni de main levée. Brahima, est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à ce que vous avez gagné par rapport à ces commentaires? Mais avant cela, je voulais quand même retourner vers lui. Lui, Rosencrantz, lui, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce que Chris a dit? Oui, merci. Merci beaucoup, Charlotte. Et merci, Monsieur Brahima Traoré. C'est vraiment bien fait. Oui, juste quelques questions pour vous. C'est sur le système de données. Je comprends qu'au Burkina Faso, vous avez des HIS2, mais je me demande est-ce que toutes les données cas par cas pour la surveillance de MEV sont le système DHIS2 ou est-ce que vous avez aussi le système EpiInfo encore ou est-ce que le ministère a fait une transition? Aussi, je comprends que vous disiez que le système d'information pour le labo, ce n'est pas bien intégré avec les données de surveillance, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez décrire ça un peu? Et est-ce que la malintégration fait un problème avec l'analyse de données? Ou est-ce que on peut bien faire la triangulation, par exemple, entre les données de labo et les données de surveillance.
OK, oui, c'est ça. Merci et à vous. D'accord. OK, merci. Et la parole est à vous maintenant, Brahima. OK, merci bien, Charlotte. Donc, vraiment, je me remercie beaucoup tous les intervenants, surtout pour les apports que les uns et les autres ont apportés au document. Et donc, quant à mon confrère Nobila Albert Ouedraogo, bon, je pense que ça, c'est des aspects que je vais prendre en compte. Parce que, bon, moi, je n'ai pris que les acteurs clés. Ce n'est pas que, bon, je les ai omis, non. C'est des gens qui apportent quelque chose à la surveillance des mers. Mais bon, comme c'est un document, on ne peut pas vraiment citer tout le monde. Mais bon, ce qui est sûr, c'est vrai d'attirer vraiment mon attention là-dessus. Et merci beaucoup pour cette observation. Bon, je pense qu'effectivement, M. Chris aussi a vraiment fait de très bonnes suggestions, notamment si on pouvait ressortir un peu les insuffisants. On a parlé d'insuffisance de la qualité des données. Alors, qu'est-ce qui était le problème? Alors, quelles sont les causes de ces insuffisances? En tout cas, il serait vraiment intéressant si on pourrait prendre en compte ces aspects. Ça allait vraiment compléter davantage la compréhension du document et les causes également de la baisse de la qualité. Bon, je pense que... Et maintenant, pour lui, il demande si l'intégration ne pose pas un problème au niveau du Burkina. Bon, je vais vraiment décrire un peu au niveau régional comment ça se passe. Alors, au niveau régional, il y a le système d'alerte précoce, comme je l'ai dit dans le commentaire, où les données sont remontées de façon hebdomadaire pour l'ensemble des maladies sous surveillance, avec notamment les maladies évitables par la vaccination. Et ces données sont enregistrées directement au niveau du responsable CICE, le chargé de la gestion des données de la surveillance épidémiologique. Et maintenant, à la fin du mois, il y a un rapport qui est généré au niveau formation sanitaire, un rapport PEV qui prend en compte également ces maladies au niveau du PEV. Donc, ce qui est fait pour intégrer, à la fin du mois, on s'assoit avec le responsable PEV, on essaie vraiment de voir, en tout cas, les données qui sont transmises, on fait la traçabilité pour harmoniser les données au niveau régional avant vraiment de les transmettre au niveau national. Et également, au niveau national, comme j'ai dit, il y a deux directions centrales qui s'occupent de la question de la surveillance des MEV. Il y a la direction de la protection de la santé de la famille qui s'occupe un peu de la surveillance de façon générale de toutes les maladies, et notamment, et il y a la direction de la prévention des maladies par la vaccination, la DPV, qui s'occupe uniquement que des maladies évitables par la vaccination. Et au niveau national, ces deux directions aussi ont vraiment régulièrement des rencontres de concertation pour vraiment harmoniser les données à leur niveau. Maintenant, pour les labos, je pense que ça, c'est un peu à peu près la même chose. Lors des rencontres d'harmonisation des données, les labos sont toujours invités. Donc, ça fait que, en tout cas, ça ne pose pas trop de problèmes au niveau de la surveillance. C'est vrai, il y a toujours des insuffisances, mais bon, en tout cas, dans la plupart des cas, ces insuffisances sont gérées soit au niveau local, soit au niveau national. Donc, voilà, Charlotte, pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là et encore réitérer mes remerciements, en tout cas aux uns et aux autres. Okay, merci Brahima Traoré. Il y a une dernière proposition de Blaise Assoumani dans le chat qui dit « Proposition de titre, améliorer la qualité des données de la surveillance des MEV de la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso ». Donc, une fois de plus, félicitations à vous et je réitère ces félicitations avec ceux des experts qui sont ici et les pairs qui sont dans la salle avec nous. Donc, merci, Brahima, d'arrêter le partage d'écran. Et je vais me retourner vers Mathiakou. Je ne sais pas s'il est encore là, parce que tout à l'heure, il a aussi
indiqué qu'il voulait présenter. OK, je vois Mathiakou, vous êtes encore là. Votre micro est déjà activé. Donc, allez-y, partagez votre écran et présentez votre plan d'action. Oui, merci pour la parole. Je vais le faire tout de suite. Oui. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle, je réponds au nom de Mathiakou Kukangedila. Je suis licencié en santé communautaire. Je travaille au département provincial de la santé publique dans la province de Huila en Angola. Bon, ici, mon travail que j'ai fait, le pays c'est l'Angola, comme je venais de le dire. Mon lieu de travail, c'est le département provincial de la santé publique. J'ai comme rôle superviseur provincial de la malaria et chargé de l'appui technique aux 3 territoires en matière de vaccination. Ensuite, il y a l'élaboration du plan et son exécution. C'est le travail que j'ai fait. Au niveau où je travaille, c'est le niveau provincial ou régional. Ce que j'ai fait dans mon travail en relation avec la surveillance, je suis chargé de l'appui technique de 3 communautés au territoire. J'ai pour mission d'élaborer un micro-plan pour la réalisation de campagnes de vaccination ou la vaccination des routines, puis fournir un rapport à la fin de cette activité. Je peux bien dire que le premier jour, la séance, je n'ai pas assisté jusqu'à la fin parce que j'avais problème de connexion de l'Internet. Notamment le deuxième jour, je n'ai pas assisté aux séances. Il y a peut-être des problèmes que vous pouvez noter dans ce travail. C'est dû vraiment à l'absence de ces deux séances que je n'avais pas assistées. J'ai comme défi, le défi en matière de surveillance de MEV. Il y a la débilité du fonctionnement du système de la vigilance épidémiologique active, manque de moyens financiers et moyens de transport pour arriver rapidement sur le lieu de l'événement pour prélever l'échantillon. Ça, c'est le grand défi que j'ai. Mon contexte, je vais donner des détails ici où je travaille, comment que le travail ou le système d'information fonctionne. La surveillance de maladies évitables par la vaccination fonctionne. La vigilance épidémiologique. Lorsqu'il y a des rumeurs Je ne sais pas si c'est moi ou bien on a des soucis avec la connexion de Mathiakou. Oui. Mathiakou, c'est comme si votre voix s'entrecoupe. Il y a des moments où on vous perd. Donc, mais allez-y rapidement, s'il vous plaît. Allô? Oui, allez-y, Mathiakou, continuez. Je pense que M. Mathiakou a coupé son connexion. Effectivement, lui, nous l'avons perdu. Il n'est plus dans la salle à cause des soucis de connexion Internet et ça peut souvent arriver. Donc, mais je vois la main levée de Saddam Imambo.
Sadam, allez-y. On espère que Mathiakou pourrait revenir. Sinon, on va continuer. Sadam, votre main est levée. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Oui, merci. Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Comme je vous ai écrit dans le chat, je compte aussi présenter mon draft de travail, si vous l'accorderez. Et deuxièmement, j'avais un petit souci par rapport au nom du fichier. Comme vous nous avez dit, comment nous allons nommer ces fichiers? Parce que nous allons les nommer seulement plan de travail ou plan de travail, par exemple, de Sadam, Imambo, tout ça. Donc, c'est ma préoccupation. Pas besoin. Juste pour répondre très rapidement, et je vois Mariam Oké a posé la même question dans le chat, vous n'avez même pas besoin de renommer le fichier parce que Pierre Gret, le programme va attribuer votre travail à vous automatiquement et il n'y aura pas de confusion. Donc, vous n'avez pas besoin de vous identifier, de mettre votre nom parce que la revue par les pairs doit être un processus anonyme. Donc dans les documents, c'est nommé seulement plan de travail, c'est tout. Oui, vous pouvez nommer plan de travail. Oui. D'accord. Oui, Charlotte, okay, je suis de retour. Est de retour. Oui, vous êtes de retour, mais Mathiakou, le risque, c'est que je vois que vous avez perdu la connexion plusieurs fois pendant la séance. Donc, le risque, c'est que, est-ce que ça serait possible pour vous d'aller jusqu'au bout? Allez-y alors très rapidement avant de perdre une fois de plus la connexion. Ah oui, oui. Comme je le disais, c'est de cette manière que le système fonctionne. S'il y a des événements que la communauté peut noter, il passe l'information au responsable de centre de santé plus près de lui. Le responsable du centre de santé, il passe l'information au point focal de la surveillance épidémiologique. Celui-ci va jusqu'au terrain pour voir si réellement il y a des événements selon le rumeur de la communauté. Et il y a des formulaires que vont signer. Permettez-moi, il y a des termes qui me compliquent en français parce que je parle portugais. Il y a des formulaires qui vont remplir pour envoyer au niveau provincial. Du niveau de la province, de leur tour, ils partent jusqu'au terrain pour voir s'il y a la nécessité de faire la collecte d'un échantillon. On le fait, on envoie du niveau central. Je peux avancer, dire que je n'ai pas séparé, comme vous avez donné le modèle, main-d'œuvre, laboratoire, système d'information. J'ai tout mêlé. Je sais bien que quand je parle et tout ce que j'ai dit, c'est mêlé. Quand les échantillons sont envoyés du niveau central, nous ici en Angola, on n'a pas de laboratoire, malheureusement. On n'a pas de laboratoire. Ces échantillons vont tel qu'on utilise le partenaire de l'Afrique du Sud, de Portugal, France. Ce sont les pays où on envoie des échantillons jusqu'à ce que le résultat viendra. C'est au cas où le résultat vient positif, la province aura la responsabilité de donner un feedback au niveau provincial, au niveau municipal, pour dire que l'échantillon qui a été prélevé dans la date telle, c'est positif. Le niveau central, à ce niveau, le niveau provincial, dans son tour, il fait une demande de l'appui. Cet appui, je me réfère de l'appui financier et l'appui technique, tel qu'en matière de vaccination, comme en matière de fonds pour faire démarrer l'activité. Donc, l'Angola, il a des partenaires comme OMS, USAID, UNICEF. Ce sont les partenaires. Il y en a aussi d'autres que je n'ai pas, mais ces trois-ci, ce sont des partenaires qui ont toujours appuyé le ministère de Santé de l'Angola pour réaliser quelques activités qui ont relation à la surveillance de maladies qui peuvent être évitées
avec la vaccination. Dès que le partenaire met à disposition le fonds demandé, le ministère de Santé il y aura une équipe technique qui part du niveau central jusqu'au niveau provincial pour aider que le travail, que ce soit la vaccination ou des campagnes, puisse avoir lieu. Oh, je sais qu'il y aura des choses que après vous allez lire. Je passe directement à l'objectif. Alors, vous êtes à l'écoute? Allô? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. OK, merci. L'objectif, acquérir des moyens de transport à tous les niveaux. Il y a le niveau provincial, municipal et communautaire avant fin de l'année pour faciliter le déplacement de techniciens de la surveillance épidémiologique afin d'améliorer la surveillance active, améliorer la manière de disponibiliser le fonds de la part de partenaires. Au cas où l'objectif est atteint, la question du retard dans la réponse à la notification sera résolue. Cela permettra une arrivée rapide de l'équipe de surveillance sur le lieu de rumeur. Cela aussi va faciliter l'envoi des échantillons et la prise en charge de décisions. Ça, c'est l'objectif. Merci. L'action concrète pour atteindre cet objectif, comme première action, tenir une réunion d'advocacy entre la direction provinciale de la santé et les administrateurs municipaux pour leur persuader parce que ces administrateurs sont des gestionnaires de fonds publics. Ça, c'est une activité à court terme. C'est là, pour résumer, de quoi s'agit-il? Faire l'achat de motos pour faciliter le déplacement de points focaux municipaux de surveillance épidémiologique. Les personnes au niveau administratif qui sera responsable de cette action, c'est le niveau provincial. Les personnes qui seront chargées pour cette activité, il y aura le directeur provincial de la santé, le chef du département provincial de la santé publique. Les moyens utilisés, les ressources seront utilisées les ressources existantes. Pour le résultat, en quoi cette activité peut aider pour qu'on puisse atteindre l'objectif? Les moyens permettront au point focal municipal de surveillance épidémiologique d'entrer en contact avec la communauté et effectuant ainsi une surveillance active. Quels sont les risques? Le risque que je peux prévoir, la résistance de la part des administrateurs pour accepter la proposition. Pour atténuer cette résistance, ce que j'ai mis dans mon plan, le chef de département provincial fera une brève présentation des données sur les maladies évitables par la vaccination qui ont déjà survenu dans la même municipalité. Deuxième action, la Direction nationale de la santé publique devrait tenir une réunion avec le partenaire pour toujours rendre le fonds disponible en temps opportun. Ça, c'est une activité à moyen terme. Le fonds disponible en cas de besoin pour mener une campagne de vaccination ou une vaccination de routine. Ça, c'est le niveau national. Les personnes
le directeur national de la direction de santé publique, le chef du département national des contrôles des épidémies, le coordinateur national du programme de vaccination. Le moyen disponible au niveau national, ce sont les moyens qui doivent être utilisés. Quand les fonds sont disponibles opportunément, cela permettra la réalisation continuelle de vaccination de routine pour éviter l'apparition de maladies épidémiques. Risque qu'on peut craindre la cessation des contrats de partenaires avec le gouvernement angolais. Qu'est-ce que je pouvais dire avec ces risques? Tellement que le gouvernement angolais dépend à 100% ou à 95% de l'aide financière qui viennent de partenaires. Au cas où l'une de ces organisations terminait son contrat de partenaire, ça c'est un risque et tout sera paralysé. Ça, c'est une expérience que j'ai déjà vécue. La troisième action, organiser une réunion du niveau provincial avec le gouverneur de la province, les administrateurs municipaux, les dirigeants communautaires et religieux pour leur montrer l'importance de la surveillance de maladies évitables par la vaccination. C'est une activité de moyen terme. Il s'agit de présenter des données sur des maladies épidémiques qui ont déjà ravagé la province en général, expliquer comment fonctionne la surveillance de maladies évitables par la vaccination en commençant dans la communauté jusqu'au niveau central. Ça, ok, merci beaucoup, Mathiakou, et excusez-moi de vous interrompre de manière brusque, mais nous sommes presque à court de temps et je tiens à respecter surtout le temps de nos experts. Mais si j'implore l'indulgence des experts qui sont là, si vous permettez, qu'on part au-delà peut-être du temps imparti, même de 5 minutes, ou écouter votre retour d'abord sur le travail qui a déjà été abattu par Mathiakou et par la suite, on peut rester avec les autres participants ici afin de continuer de voir les prochaines étapes par rapport au plan d'action. Donc, je vais commencer d'abord cette fois-ci par les commentaires des experts. Je vais commencer par Anna Minta. D'abord, en lisant cette question de Flore Bissambou dans le chat qui dit je pose la question aux encadreurs, surtout à Anna Minta, parce que j'avoue que je n'ai pas lu tout le document encore, je continue, mais j'aimerais savoir à propos des laboratoires, l'idéal ou la vision serait d'en avoir un dans tous les pays ou bien. Donc, c'est par rapport à ce que Mathiakou a dit tout à l'heure, que l'Angola n'a pas de laboratoire de référence. Donc, Anna, si vous pouvez répondre à cette question et puis nous donner vos commentaires par rapport au travail qui a déjà été abattu par Mathiakou. D'accord. Merci pour la question. Dans la stratégie, la confirmation en laboratoire du MEV est essentielle. Le nombre de laboratoires dépend du pays. Il est très important qu'il y ait une capacité de laboratoire pour tester les échantillons rapidement afin que les agents de surveillance puissent informer le programme de vaccination et lancer une enquête ou répondre aux besoins. Si un laboratoire de référence peut le faire dans le pays, c'est bien, mais pour les grands pays, d'habitude, il est préférable d'avoir au moins 2 ou 3 ou plus nombre de laboratoires. Alors, j'espère que c'est la réponse pour cette question. Et pour Mathiakou, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez bien fait. Le défi que vous présentez est important parce que, comme j'ai dit, la confirmation des cas est un élément clé du système de surveillance. Et le partenariat avec le gouvernement est un objectif clé de la stratégie globale.
Chaque gouvernement est différent, mais la plupart sont intéressés à montrer le succès en matière de santé publique. Alors, c'est bien que pour votre action, le ministère provincial partage les données et faire l'appui avec le gouvernement pour ça. Vous pouvez aussi essayer d'expliquer ce que se passera si le gouvernement ne prend pas en charge le transport de personnel pour obtenir des échantillons. Par exemple, il y aura plus d'épidémies, ce qui aura une mauvaise image du gouvernement. Alors, peut-être les mots comme ça peut aider le gouvernement pour appuyer cette action, pour acheter les véhicules pour les surveillances. Merci. Et bien fait. Ok, merci. Peut-être... Matiakou, s'il vous plaît, un tout petit peu, j'aimerais qu'on écoute aussi Chris et puis par la suite, lui. Oui, merci. Oui, je crois pas grand-chose à ajouter après Anna. Et bien sûr, les activités proposées sont importantes. Peut-être si on peut considérer une activité qui peut suivre le résultat des réunions qui sont proposées. Donc, c'est-à-dire que vous avez des réunions de plaidoyer, etc. Est-ce qu'il y avait une action qui était mise sur place après les réunions? Donc, c'est-à-dire, est-ce que les achats de motos étaient déjà faits? Est-ce que le fonds devenu disponible, etc. Donc, d'avoir un peu de suivi après les réunions. Merci. Merci, Chris. Et lui? Oui, merci Charlotte et merci Monsieur Matiakou. Je comprends que c'est une situation difficile vraiment avec le manque de fonds et le manque de véhicules pour faire le travail. Mais j'ai une question. Vous disiez que vous faites le microplan pour 3 territoires et vous faites aussi vous êtes le chef de le paludisme et aussi vous travaillez avec la vaccination. Est-ce que le microplan s'est intégré entre les activités paludisme et du PEV? Je demande parce que un microplan, c'est une bonne opportunité pour intégration entre deux programmes comme ça, parce que les données de référence est-ce que presque le même. Donc, oui, c'est ça ma question. Et merci beaucoup pour le travail et bon courage. Merci, lui. Matiakou, allez-y, vous pouvez répondre. Oui, merci. Je commence avec la dernière question, disant que le microplan que j'ai fait, ce n'est pas pour le programme de malaria, mais c'est pour le programme de la vaccination. Parce que selon les stratégies du travail, tous ceux qui sont deux superviseurs provinciaux, nous sommes intégrés dans la vigilance de maladies évitées par la vaccination, que la vigilance épidémiologique, et nous sommes aussi intégrés dans le programme élargi de la vaccination. Quand il y a une maladie épidémique, une maladie où il faut qu'on amène une activité de campagne de vaccination, moi je suis responsable de 3 territoires où je veux commencer à partir
de micro-plans. Nous établissons un plan, combien de viatures qu'on aura besoin, combien de motos qu'on aura besoin, le main-d'œuvre qui va travailler, pour combien de temps. Je me déplace, je vais jusqu'à ces territoires pendant le temps de déroulement de cette activité. Je vais supervisionner les 3 territoires jusqu'à ce que l'activité termine. Je fournis un rapport. C'est-à-dire que ça, c'est un rapport avec le programme élargi de la vaccination que j'ai fait le microplan. Ce n'est pas pour le programme de la malaria. Peut-être je me fais entendre ou comprendre. Allô? Oui, on vous entend clairement, Matiakou. Ok, merci. Pour la question qui m'a été posée, si le gouvernement ne prenait pas en charge, qu'est-ce qui arriverait? Nous avons déjà vécu cela plus de temps, ici, surtout à la province où je travaille. Tous ceux qui sont de points focaux, ils n'ont pas de moyens de déplacement. Il y en a qui utilisent leurs propres moyens, il y en a qui font à pied une distance de 80 km, de 100 km. Il faut passer la nuit en cours de route pour arriver là sur le terrain où il y a peut-être le rumeur. Ce qui est déjà arrivé en 2019, il y avait le cas de PFA. Je ne sais pas comment expliquer cela bien en français, de paralysie flaccide. Ces cas, on n'a pas fait des investigations, c'était vraiment le cas de polio. Comme il y avait un retard pour prendre la décision, le cas s'était transmis parmi le territoire voisin, même la province voisine. Ça, c'est un exemple, parce que le ministère ou le système en soi n'a pas agi directement aux informations, aux rumeurs qui venaient de la communauté. Ça, c'est un problème que nous avons ici. Par après, la gestion de santé, c'est entre les mains de politiciens ici en Angola. Donc, du niveau de la province, le premier responsable de la santé, c'est le gouverneur de la province. Voyez cela, quand le gouverneur décide, il décide. S'il dit non, il dit non. Du niveau municipal, c'est l'administrateur du territoire qui est l'entête de la santé du niveau municipal. C'est comme ça que vous avez vu dans les actions, les réunions de l'advocatie avec le gouverneur, avec les administrateurs de territoire. En fait, c'est ça. Merci beaucoup, Matiakou. Oui. Merci, Matiakou. Et c'est pour cela que Anna Minter a précisé que vous devez, tout ce que vous venez de nous dire, c'est des arguments que vous devez prendre pour amener au gouvernement. Que voilà le risque voilà ce qui risque de se passer si vous n'avez pas ces financements, ces moyens, c'est qu'il y aura des épidémies, c'est les prestataires eux-mêmes qui essayent d'utiliser leurs propres moyens pour se rendre sur le terrain pour faire le travail. Donc, une fois de plus, merci et félicitations, Matiakou, pour votre présentation. Et je vois, il y a des commentaires dans le chat de Youssouf Savadogo et d'autres pères, Labagib Gangak. Donc, je vais vous inviter à regarder ces commentaires dans le chat parce que nous sommes à court de temps et nous ne pouvons pas leur lire maintenant. Toutefois, je vois la main levée de Blaise Assoumani. Blaise Assoumani, allez-y, activez votre micro. Je pense que ce serait la dernière prise de parole pour aujourd'hui. Entre-temps, je vais repartager mes diapositives à l'écran. Oui, mais merci Charlotte. Merci Matiakou pour la présentation. Je vais être assez bref. En fait, je voulais intervenir sur 2 volets. D'abord, la première partie, c'est
Du côté forme, il y a certains termes, bon, on lui excuse parce qu'il dit qu'il est plus avancé en portugais, pas en français. Mais quand vous formulez le défi en termes de débilité, ça sonne un peu trop négatif. Vous pouvez peut-être vous limiter à parler de la précarité ou faiblesse. Ça va être plus acceptable en français. Et la forme aussi, c'est dans la formulation des actions, surtout l'action numéro 2, où c'était formulé en termes de phrases sans mettre de verbe. Mais le deuxième volet, c'est plus ma préoccupation, c'est la précision sur les niveaux d'intervention de Matiakou. J'ai vu au début qu'il travaille au niveau de province et tous les contextes qu'il a présentés, c'était focalisé au niveau national. Et ce qui a fait chuter que la plupart des actions, ils fixent ça avec les responsables des niveaux nationaux. Est-ce que ça ne va pas être compliqué pour lui de gérer des questions de niveau national parce qu'il a plus posé des contextes d'ordre stratégique? S'il dit que lui, il travaille au niveau des provinces et qu'il intervient plutôt au niveau des territoires, est-ce que ça va être confortable pour lui de s'attaquer à un défi de niveau national? Mais aussi, dans la plupart des actions, les personnes en charge d'exécution d'actions, il a énuméré un certain nombre de personnes. Je voulais savoir de Matiakou, est-ce qu'il sera impliqué dans la mise en œuvre de ces actions? Est-ce que lui-même, il fait partie des personnes qu'il a énumérées parmi les personnes en charge de la mise en œuvre de ces actions? Merci. Okay, merci beaucoup, Blaise Assoumani Katamba, pour entrer dans ces détails-là, parce que ça, vous êtes déjà en train de faire ce que vous serez invité, appelé à faire à partir de demain, c'est-à-dire la revue par les pairs. Donc, les commentaires que vous venez de partager, ça, ce sont ces commentaires que vous allez laisser sur le travail des pairs à partir de demain. Donc, je ne sais pas si Matiakou pourrait répondre, mais ce qu'il faut noter, et on a dit tout à l'heure, si vous êtes au niveau sous-national, c'est important de baser vos actions sur les actions qui vont être mises en œuvre au niveau opérationnel. Au niveau opérationnel, que vous avez la même mise dessus et que vous pouvez aussi en prendre la responsabilité. Donc, je suis plus très sûre que Matiakou est là avec nous, comme il avait des soucis de connexion Internet, mais je pense quand même qu'il a pris note et que lors de la revue par les pairs, vous allez prendre le temps de lire et relire les travaux des pairs et être en mesure de leur donner des commentaires qui vont leur permettre d'améliorer leur travail comme venait de le faire Blaise. Donc, je vais en quelques diapositives simplement. Je vois que nous avons largement dépassé le temps imparti pour cette séance, mais je pense que cela a valu la peine parce que nous avons pu apprendre des deux présentations que nous avons eues aujourd'hui. Donc, nous savons qu'à partir de demain, comme je viens de le dire tantôt, vous allez commencer la revue par les pairs dans Pierre Grade. Et la date limite, c'est lundi, le 18 juin. Donc, date limite de rigueur. Et la revue par les pairs, de quoi s'agit-il? C'est vous allez laisser des commentaires sur le travail des pairs, leur permettant d'améliorer de manière substantielle leur plan d'action. Et vous allez utiliser la grille critériée pour vous guider dans la revue par les pairs. Je viens de partager la grille critériée dans le chat, aussi pour encourager ceux qui ont présenté, même si vous avez déjà déposé votre plan d'action, allez-y, il faudrait faire la revue par les pairs en utilisant la grille critériée. Donc, c'est très, très important. Et il faut savoir que sans la revue par les pairs, vous risquez de ne pas terminer la formation parce que de un, c'est une exigence pour la certification. De deux, les pairs ont besoin de votre revue pour améliorer leur travail. Vous aussi, vous avez besoin des revues des pairs pour améliorer le vôtre. Donc, si vous avez pris le temps d'élaborer un plan d'action et vous le déposez, prenez aussi le temps pour faire la revue par les pairs.
afin de poursuivre la formation jusqu'au bout. Et comment effectuer une revue? Comment effectuer une revue par les pairs dans Pierre-Grade? Donc, la première des choses, c'est lorsque vous allez, après ce soir, lorsque vous allez vous inscrire, lorsque vous allez vous connecter dans votre boîte dans Pierre-Grade, vous allez voir cette page s'afficher. Vous allez voir cette page s'afficher. S'il vous plaît, ne regardez pas les mots qui s'affichent, c'est parce que j'ai utilisé une image d'une ancienne formation, mais le plus important, c'est cette icône verte qui vous demande de give feedback, donc donner le retour. Vous cliquez dessus, donner du feedback, c'est là où vous cliquez pour commencer. Et puis, par la suite, pour chacune des trois, vous allez recevoir 3 soumissions, dans les travaux de 3 pairs. Mais c'est seulement le travail du premier participant, la première soumission qui va s'afficher. Et vous allez prendre le temps de lire et vous allez noter. Selon la grille critériée, il y a une grille de notation qui va de 0 à 4. Donc, vous allez d'abord donner une note numérique pour le niveau de travail actuel de l'auteur pour chaque critère. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les commentaires que vous allez laisser au pair pour expliquer la note que vous lui avez donnée. Et donc, vous allez prendre le temps pour expliquer pourquoi vous lui avez donné cette note et comment il peut améliorer. Une fois que vous aurez terminé la revue pour la soumission 1, les soumissions 2 et 3, la soumission 2 va se débloquer. Et lorsque vous allez terminer avec la soumission 2, la soumission 3 va se débloquer. Je vais vous montrer en image comment cela se présente. Donc, lorsque vous allez entrer dans Pierre-Grade et vous allez cliquer sur Give Feedback, cette page va s'ouvrir. Et ici, du côté gauche, vous allez voir le travail du père, le document, et du côté droit, vous allez voir les instructions. Maintenant, si vous avez des soucis de connexion Internet, ce que je peux vous encourager de faire, vous avez la possibilité de télécharger le travail. Donc, vous cliquez ici, là où c'est écrit « Download » pour télécharger le document et vous pouvez prendre le temps de le lire même hors connexion. Mais lorsque vous allez lire et noter vos commentaires, vous devez revenir maintenant dans Pierre-Grade pour faire la notation et expliquer votre note en donnant des suggestions concrètes et spécifiques. Donc, vous revenez ici, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 soumissions que vous allez recevoir. Ici, ça montre 0 sur 3. Donc, c'est la soumission 1 qui s'affiche. Lorsque vous allez terminer, vous allez dérouler jusqu'en bas pour parcourir toutes les différentes sections du document. Et jusqu'en bas, vous allez voir cette icône verte qui dit Submit Feedback. Donc, Submit Feedback. Mais une chose, une fois la date limite de revue par les pairs est passée, donc vous devez, c'est là où vous pouvez voir les commentaires des pairs. Nous allons voir cela la semaine prochaine. Mais le plus important, c'est de donner, donc de give feedback. Et puis demain, on va y revenir aussi sur comment effectuer de manière plus concrète, comment effectuer la revue par les pairs et ce que vous devez prendre en compte lorsque vous faites cela. Donc, mais je voulais seulement vous donner un bref aperçu parce que notre rencontre demain, c'est à 15h de Genève. Certaines personnes peuvent même commencer la revue par les pairs demain matin et nous partager leur expérience lors de notre séance de demain. Donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à ceci, je vais juste nous rappeler que la date limite pour déposer notre plan d'action, c'est ce soir. C'est ce soir. Il vous reste à peu près, 7 heures de temps. 7 heures de temps pour déposer votre plan d'action. Donc, je vous encourage de prendre le temps, si vous n'avez pas encore terminé, après cette séance pour le faire. Allez dans Pierre-Grade et déposer votre plan d'action. OK? Et je vais partager avec vous ici les diapositives de cette séance d'aujourd'hui dans le chat. Comme ça, vous pouvez les télécharger pour les parcourir plus tard à tête reposée. Si vous avez besoin, si cela peut vous guider dans votre travail. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a une préoccupation. N'hésitez pas à activer votre micro pour poser votre question ou bien votre préoccupation. Je suis là pour cela pendant
Peut-être 2 minutes encore. Mais au cas où il n'y a pas de questions ni de préoccupations, je vais vous souhaiter bonne chance pour la suite et beaucoup de courage. Et j'espère que d'ici ce soir, tout le monde aurait réussi à déposer son plan d'action. Allez-y, Jules. OK, Jules, vous avez coupé votre micro. OK, allez-y, Jules Ilaka. Oui, Charlotte, bonjour. Merci pour cette présentation. Et puis, les éclaircissements de tout ce qu'on venait d'en donner, moi, je pense que moi, j'avais déjà déposé nos plans d'action depuis hier. La préoccupation est que nous sommes là depuis longtemps en train de suivre cette formation. Cette préoccupation devait être adressée directement à RETA, ce n'est pas même à vous. Donc, il serait mieux comme une recommandation d'utiliser la main-d'œuvre que vous êtes en train de former tout le temps. On est là en train de suivre plusieurs formations. Mais il y a d'autres gens qui ne sont pas utilisés dans le système de la vaccination. Donc, lors de vos réunions de l'autre côté, là, il serait mieux plaider cette histoire-là qui vous êtes en train de former plusieurs gens sur le plan vaccinal. Il faut que le ministère, soit les pays, soit les organismes, UNICEF, OMS, Gavi, puissent utiliser la main-d'œuvre, les ressources que vous êtes en train de nous former. C'était un peu ça ma préoccupation. Une suggestion à vous. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Jules Ilaka. Vous savez, cette formation sont organisées c'est comme un appui au pays pour le renforcement des systèmes de santé, des renforcements des ressources humaines dans les pays. Si on avait des moyens, peut-être on pourrait faire davantage, mais votre préoccupation n'est pas tombée sur des oreilles dessous. Ça, c'est des réflexions que nous avons et s'il y a des possibilités, nous allons voir en quelle mesure prendre en compte. Merci beaucoup, d'accord. C'est ça que j'ai dit, qu'il faut parler aux autres là-bas dans vos réunions. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. J'ai partagé les diapositives de la séance d'aujourd'hui dans le chat. Ça décrit un peu les différentes étapes, ce qu'il faut pour rejoindre Pierre Gray, déposer son plan d'action et effectuer les revues par les pairs. Donc, une fois de plus, merci à toutes et à tous. Et on se dit rendez-vous demain à 15h de Genève pour notre dernière séance de soutien par les pairs pour cette semaine. Au revoir et à très bientôt.